더 뒤도 유티 삶이 자리 자는 곳에 털려요 바다라기는 어찌비 생기 좋아하는 많았죠 어전이 밑바유 어떤 다와만 부시되게 잘라대 얘니 동긴 점당 숨쳤던 어디 처졌다며 어디랑 잔비 주렁대 사도는 니던 건실라 정발해 형이 다진 듯 가지런한 소위를 나세 샘날의 집이 저가는 니 담강대요 선바위에 내디니 닮은 저가는 소비가 도망가 소비도 아래서 내가 주라인데 손은 샘나니 거리 저거는 니가 건데요 샘바유 거리 저타도 위 저건데요 저가나요 나랑 산생 그 동바디동 잘난 돈이 샘 다른 집에 그랑 동샘 디랑 혈발랑 소리랑 도발이 어슴이 세위 저라요 사건을 띠던 데드가이 마히 감비 처진 듯 잠비 마치 나니 웃으세 나랑 주지 않은 삶의 장이 Rebonjour, bienvenue parmi nous. On a l'honneur d'être en présence de professeur Tournadre qui va donc vous délivrer une conférence intitulée La langue tibétaine dans sa dimension écologique à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc si vous le permettez, je vais vous présenter brièvement au public. Donc, Monsieur Nicolas Tournadre, vous êtes professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2000. Vous êtes linguiste et également spécialiste de typologie dans les domaines de la syntaxe et de la sémantique. Vous avez effectué de nombreuses recherches sur le terrain au Tibet et dans l'Himalaya pendant 40 ans sur les langues tibétiques, mais aussi sur de nombreuses autres langues, comme les langues iraniennes de l'Asie centrale, ainsi qu'à la LSF, qui est la langue des signes française, et ainsi qu'au basque et au quechua. Et depuis une décennie, vous avez consacré des recherches dans le domaine écolinguistique. Nous avons vraiment l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Je vous laisse la parole. Merci Dodjel Hamon pour cette introduction et merci aussi à Marcel Cerebros pour la technique parce qu'il assure un gros travail de technique. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la langue tibétaine et de sa dimension écologique à l'heure de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on
Donc tout d'abord, je vais commencer par quelques réflexions sur l'ère tibétique, l'ère que recouvrent les langues qui sont dérivées du vieux tibétain. Et puis, je vais parler de ces deux aspects, de la dimension à la fois écologique et en même temps de la dimension très technique qu'a pu atteindre la langue tibétaine de façon totalement inespérée. C'est important de présenter le Tibet. Les cartes que je vais vous montrer sont accessibles en ligne, gratuitement, dans un livre qui fait plus de 1000 pages, qui est publié au CNRS et qu'on a en libre accès. Donc vous êtes invité à aller le consulter. Ça s'appelle The Tibetan Languages. Je l'ai réalisé avec un collègue japonais, Hiroyuki Suzuki. Voilà, il donne un aperçu de certaines choses, mais moins de la dimension écologique dont nous allons parler. Évidemment, la dimension écologique est au cœur des crises qu'on vit, avec évidemment la crise géopolitique et les crises technologiques, puisqu'on ne les appelle pas toujours comme ça, mais l'intelligence artificielle a évidemment des bons et des mauvais côtés, comme on le sait très bien. Alors, les voisins du Tibet, comme on le voit sur la première page, il y a en fait la Chine proprement dite, la Chine Han. On va voir la carte un peu sur la deuxième page, qui va s'afficher. La Mongolie, oui, la Mongolie, le Turkestan oriental d'abord, le Xinjiang, qui sont les voisins directs des Tibétains. L'Inde, bien sûr, le Népal, le Bhoutan, le Pakistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan. On pense un peu moins comme voisins tibétains, des Tibétains, l'Asie centrale, mais en réalité elle est tout près. En fait, il y a quelques centaines de kilomètres entre le Lhasa et le Dushanbe, au Tadjikistan par exemple. Donc, évidemment, il y a eu de grandes interactions dans l'histoire entre ces territoires. Et une idée que je n'arrive pas à déboulonner, et qu'on n'arrivera jamais d'ailleurs à déboulonner dans le grand public, c'est l'idée que le Tibétain n'est pas un pays dans l'Himalaya. Ce n'est ni un petit pays, ni dans l'Himalaya, le Tibet. L'Himalaya, c'est la frontière sud du Tibet. C'est comme si on disait que la France correspond aux Pyrénées, vous voyez. C'est exactement ça. L'Himalaya, c'est les Pyrénées du Tibet. La frontière entre le Tibet et le Népal. Bon, je le dis, mais ça, voilà. Donc, le haut plateau tibétain est considéré comme le château d'eau de l'Asie, on va le voir, et arrose une grande partie de l'Asie méridionale et orientale. Il est aussi appelé le troisième pôle, dans le sens où ces réserves en eau sont les premières après celles de l'Antarctique et de l'Arctique. Donc c'est considérable. C'est donc avec des enjeux des terres rares et des minerais qui sont extraits, je dirais volés largement par les frères chinois. Donc les enjeux sont absolument gigantesques. Voilà la carte, donc elle est à la page 2. La carte de l'ère linguistique tibétaine. Alors on dit tibétique parce que les gens qui sont au Ladakh, au Bhoutan, ne s'appellent pas tibétains, ils s'appellent Djukpa pour les Bhoutanais et Ladakspa pour les Ladakis. Et on voit en rouge, en rouge plutôt, l'étendue au centre de ce territoire qui est absolument considérable. Comme vous le voyez, ici, de plus de 2500 km sur plus de 1000 km. L'Himalaya, c'est ça, juste ça. C'est tout petit par rapport au Tibet, vraiment petit. Et vous voyez que quand on regarde la distance d'est en ouest,
Eh bien, regardez par rapport à la distance de la zone sinophone, elle est plus petite. Vous voyez, le territoire qui a été mangé, comme diraient les Tibétains, est considérable. Et même quand on compare l'Inde, à part si on inclut certaines parties de l'Assam et de l'extrême est de l'Inde, vous voyez, c'est à peu près comparable. C'est donc un territoire absolument gigantesque. Alors, comme je l'ai brièvement évoqué, de par sa position géographique, le Tibet va être un enjeu considérable dans les années qui viennent, et il va redevenir un peu au centre de certaines problématiques. Donc il y a d'abord la fonte des glaciers qui est absolument énorme et extrêmement rapide. J'ai moi-même vu au Ladakh, et déjà les dernières fois que j'étais au Tibet, des glaciers, même le Kailash, diminuer considérablement. Mais j'ai vu des glaciers reculer de plus d'1,5 km en 30 ans, 40 ans. Donc ça va très très vite. Ensuite, il y a les exploitations minières, les barrages hydroélectriques. En Chine, les barrages hydroélectriques, les projets sont il y a environ une trentaine ou quarantaine de projets. Et le prochain barrage qui est en construction va être encore plus grand que le barrage de Sanchataba, c'est-à-dire le barrage des Trois Gorges, qui est le plus gros au monde. C'est-à-dire qu'ils vont construire un barrage qui est plus grand au monde. Cette démesure, c'est ce qu'on appelle cette hubris, est en fait extrêmement dangereuse pour les Tibétains, bien sûr, mais aussi pour les Chinois. Parce que, il y a des déplacements de millions de personnes. 2, il y a des dangers pour l'écologie, pour la culture, puisqu'on déracine des gens, on leur dit, vous voyez, c'est des villes entières qui vont disparaître. Pas que des petits villages, des vraies villes. On leur dit, il faut aller ailleurs. Donc c'est extrêmement, déstabilisant pour une culture, puisque les gens sont dispersés, etc. Ils sont hors de leur milieu traditionnel. Les plantes, les animaux, tout ça, de ces régions-là, dont certaines sont parfaitement endémiques et sans équivalent dans d'autres régions, vont disparaître. Mais aussi parce que, si vous voulez, ces barrages qui font des kilomètres, enfin, la retenue du Sanchataba, c'était déjà 200 km de retenue d'eau. 200 km. Comme ça va être plus grand, ça va forcément être encore plus que ça. Ça a des répercussions même sur le plan géologique et sur le plan, si tu veux, des strates et donc des éventuels tremblements de terre, etc., sans parler d'autres problèmes qui pourraient mettre en danger les barrages en question. Et là, évidemment, si le barrage cède, c'est très sérieux. Et évidemment, ça va être très important aussi pour les recherches sur les terres rares, sur la pharmacopée. Donc tout ça va être un enjeu considérable. On voit déjà que la prédation, c'est en train de s'orienter tous azimuts maintenant et personne ne semble en mesure de les stopper pour les océans, etc. Et le Tibet va faire l'objet d'une prédation qui est déjà en marche et qui peut augmenter. Donc voilà, malheureusement, à moins de changer de paradigme, c'est un peu mal engagé. Ensuite, à la page 3, nous avons une autre idée, une autre carte qui donne très bien une idée de l'environnement, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai parlé des Pyrénées du Tibet, c'est-à-dire l'Himalaya, qui fait la frontière. En réalité, bon, la carte n'est malheureusement pas assez grande, mais vous pouvez, ceux qui sont intéressés, la télécharger. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de chaînes, jusqu'au Nungun, etc., qui traversent le Tibet d'est en ouest avec une courbure. Vous voyez, c'est comme un tissu ici vrillé et qui se resserre dans le sud-est. En partant, voilà, ça c'est la courbure avec les plaques tectoniques. L'Inde entrant sous l'Himalaya fait redresser l'ensemble du plateau tibétain en tordant, et on voit très bien avec
la forme des montagnes et évidemment les rivières qui sont entre ces montagnes. Donc cette image donne une réalité de la géographie du Tibet et nous montre aussi que les Tibétains, lorsqu'ils parlent de montagnes, sont moins orientés vers le sud, vers l'Himalaya, que vers le nord. En fait, des montagnes sacrées, notamment on en trouve au Kailash, ici, la chaîne du Kailash, qui n'est pas l'Himalaya, qui est une autre chaîne parallèle à celle de l'Himalaya, dans la chaîne du Nyenchen Tongla, qui est cette chaîne-là, et aussi dans la chaîne de l'Amnye-Machen au nord. Donc vous voyez que ce sont des chaînes qui ne sont pas l'Himalaya du tout, pour les Tibétains. D'ailleurs, au passage, un de mes amis tibétains qui était là hier, Thierry Wandu, me disait que quand il était à Lhasa, donc il est né à Lhasa, il n'avait pas entendu parler de l'Himalaya, ce qui est très drôle. Ce qui est très drôle, parce que voilà, tous les clichés qu'on peut avoir sont largement faux. Et ils sont orientés vers ces chaînes de montagnes. Alors que pour les Indiens qui sont au sud et les Népalais qui sont au sud, c'est l'Himalaya qui est la première montagne qu'ils voient. En plus, il se trouve que c'est la plus haute, mais les autres font toutes au moins 6 000, entre 6 000 et 7 000. Certaines sont plus de 7 000 sur l'ensemble des 9 autres chaînes qui traversent le haut plateau tibétain. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête, parce que la réalité, c'est un plateau, oui, mais un plateau sur lequel sont posées des séries de chaînes parallèles de montagnes. Voilà, ce sont des cartes réalisées par Xavier Becker et numérisées par Alain Bruxelles dans le cadre de ce livre. Et le point suivant que je voudrais aborder pour l'introduction, c'est la diversité linguistique du Tibet, qui est une diversité absolument énorme. En fait, là, on ne peut pas rentrer dans le détail et c'est trop petit, mais il y a 8 grands groupes de dialectes qui correspondent à des langues, donc à peu près une dizaine de langues majeures qu'on trouve dans l'espace tibétique, et 308 dialectes. En fait, si on compte toutes les langues, y compris mineures parlées par les Tibétains, de 500 personnes ou 1000 personnes, on arrive à 76 langues parlées sur le plateau tibétain. Beaucoup de ces langues-là disparaissent très rapidement, d'accord, tout simplement parce qu'elles sont remplacées par le Lutsang, le Tiké, le tibétain commun, l'Amdoké, ou bien le chinois qui est la langue nationale. Alors, petit tableau à la page 5. Dans le long, c'est un tableau qui fait un peu un résumé de certaines caractéristiques importantes des langues qui sont assez mal connues finalement du grand public. Il y a 7000 langues, c'est ce qu'on dit, ça c'est un chiffre qui est à peu près connu. Ces 7000 langues sont réparties dans 300 familles de langues. Dans 300 familles de langues, ça veut dire que certaines familles de langues contiennent beaucoup de langues, jusqu'à 1 millier, tandis que d'autres familles, comme le basque, c'est à peu près 5 langues. Mais on décrit souvent le basque comme étant une seule langue, ce qui est faux, parce que les basques en Chiberota, dans la Soule et en Biscaye, et en Navarre, dans la Bourg, etc., ne se comprennent pas, en réalité, ou pas bien. On a les mêmes variations, on a une grande variation. Donc bref, on parle d'isolats, les isolats ne sont que des phylums ou des familles qui ont une ou que quelques langues. Mais par exemple, la famille austronésienne a plus de 1000 langues. La famille du Niger-Congo, la famille Bantou a également 1000 langues. Et puis la famille indo-européenne a 500 langues, et la famille transhimalayenne, celle dans laquelle se trouve le tibétain, qu'on a longtemps appelé sino-tibétain, ou si vous voulez, sino-tibétain-birman, pour simplifier les choses, contient à peu près 500 langues. Mais le chinois le chinois moderne est extrêmement éloigné du tibétain, à peu près autant que le français du hindi. Mais le français et le hindi font partie d'une même famille. C'est une même famille, c'est ce qu'on appelle la famille indo-européenne. Le tibétain, le birman et le chinois font probablement partie aussi d'une même famille. Simplement, ils sont très très éloignés. Le birman étant beaucoup plus proche du tibétain. Alors,
Ça, je l'ai déjà dit. Donc, si on regarde le nombre de langues écrites, alors là, ça c'est une information que vous ne trouverez pas beaucoup. D'après Script Source, on trouve 3661 langues écrites. 719 langues ne sont pas écrites et le statut de 2586 langues est incertain. Voilà le genre d'informations que vous allez trouver si vous passez des heures et des heures et des heures à chercher. Et vous ne trouverez pas grand-chose de véridique là-dedans. Ça ne veut rien dire. En réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a grosso modo 3000 langues qui sont vaguement transcrites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des missionnaires ou des linguistes, ou des missionnaires linguistes, ça existe aussi, qui sont venus dans tel ou tel endroit de l'Amazonie, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie, etc., qui ont transcrit des langues que les locaux ne peuvent pas lire. Et ils les ont transcrits, ils ont transcrit un conte, ils ont transcrit une partie de la Bible, si c'est des missionnaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle les langues écrites. Moi, personnellement, je n'appelle pas ça une langue écrite. J'appelle ça une langue transcrite. Parce qu'il n'y a rien à lire. Enfin, si, il y a un petit extrait de la Bible ou des évangiles, et puis il y a un petit conte, même pas de dictionnaire, la plupart du temps. Vous voyez? Donc il n'y a pas de corpus. Donc une langue sans corpus, c'est pas ce que j'appelle une langue écrite. Les corpus, c'est ce qui fait. Alors, vous voyez, les corpus, ça diffère selon les langues. C'est-à-dire l'ensemble des textes écrits dans une langue. Là, en français, en anglais, dans l'hyperlangue, il y en a une quantité considérable, mais dans toutes les grandes langues européennes, il y en a aussi énormément, en chinois aussi, et en tibétain aussi, il y a un très très gros corpus, c'est-à-dire ensemble de textes écrits. Alors, les langues écrites, les vraies, celles qu'on écrit quotidiennement, tous les jours, celles dans lesquelles il y a des journaux, celles dans lesquelles les gens ont vraiment écrit, sur les 7000, il y en a à peu près, à la louche, 250. Alors, vous allez trouver un chiffre qui monte jusqu'à 300, 350 et un chiffre inférieur. J'ai fait une moyenne et on a à peu près 250 langues écrites, ce qui est très très peu. C'est-à-dire que la plupart des langues du monde n'ont pas la chance d'avoir cet outil très important qu'est l'écriture, sans lequel il n'y a pas vraiment de science. Il peut y avoir de la poésie, des contes, et de la tradition orale est très importante dans certaines langues, mais sans l'écriture, faire de la science, c'est très compliqué. Il faut pouvoir utiliser des symboles de l'écriture pour faire des mathématiques, de la physique, de la biologie, etc. Un certain nombre de sciences, il faut une dimension écrite. Alors, les systèmes d'écriture, les langues écrites, s'il y en a 250, elles ne sont pas écrites en alphabet latin, les 250 langues. Mais combien il y a de systèmes d'écriture dans lesquels sont écrites ces 250 langues écrites? Ben, il y en a guère plus, plutôt moins, de 50 systèmes d'écriture. En fait, on trouve sur Omniglot 34 systèmes d'écriture. C'est probablement plus proche de la vérité, j'ai été assez large. Il se trouve que parmi ces 34 systèmes d'écriture, il y en a seulement le grec, l'hébreu, le latin, le chinois qui ont plus de 2000 ans. Une vingtaine, dont le tibétain, qui ont plus de 1000 ans. Mais c'est très très peu. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Quand j'ai dit ça, une fois j'ai dit ça à un premier ministre du Bhoutan, qui ont la chance de partager la même écriture, pas la même langue écrite, mais la même écriture que le tibétain. Il m'a dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, si, c'est possible. C'est des informations tout à fait vérifiables, le nombre de systèmes d'écriture. Donc les Tibétains sont assez peu conscients de cette rareté et de cette chance d'avoir un système d'écriture aussi ancien et tout à fait singulier. Alors, ensuite, quand on a des langues, par exemple, les 250 langues écrites, on retrouve à peu près le même chiffre pour des langues qui sont bien équipées. C'est-à-dire que ces langues-là, on va les retrouver avec des dictionnaires,
Alors, toutes les 250 langues écrites n'ont pas énormément nécessairement de dictionnaires. Parce qu'il en existe plusieurs types, des monolingues, des bilingues, des trilingues, des dictionnaires historiques, des dictionnaires comparatifs. Le tibétain a la chance d'avoir l'ensemble de ces types de dictionnaires, ce qui est là aussi pas très fréquent. Et en plus de ça, Geshe Menlam, qui est un projet d'intelligence artificielle qui va intervenir en ligne demain à la table ronde que nous organisons, je crois, à 4 heures, si je me souviens bien, enfin vous regarderez sur le programme. 15 heures, à 15 heures, pardon, merci. Eh bien, il a fait un dictionnaire, je crois, de 220 et quelques volumes en tibétain, monolingue, ce qui le place parmi les 2 ou 3 plus gros dictionnaires au monde. On dit même que c'est le plus gros, enfin, voilà. Donc c'est tout à fait inespéré. Il y a aussi ces langues, la plupart de ces langues ont Unicode, c'est-à-dire peuvent être utilisées sur l'Internet, quel que soit le format. Il y a aussi des sites Internet. Alors là, je suis à la page 6. Il y a des sites Internet, la possibilité de traduction automatique, et des convertisseurs audio vers texte, des convertisseurs texte-audio et ce qu'on appelle OCR, c'est-à-dire de la reconnaissance optique de caractères. C'est-à-dire que si vous prenez un texte tibétain, vous le mettez dans une application avec OCR et il peut vous donner des caractères qui peuvent être ensuite faire l'objet de recherches directes. Donc c'est tout à fait frappant. Et donc là, si on résume les caractéristiques technologiques du tibétain, à l'heure actuelle, on a à la fois le tibétain fait partie des 50 systèmes d'écriture existants dans le monde, j'ai coché. Équipement traditionnel, il y avait déjà des dictionnaires monolingues, des manuels et tout. C'est-à-dire quand j'ai passé l'essentiel de ma carrière donc, au Tibet jusqu'à la terrible répression de 2008, donc dans les années 80 jusqu'en 2008, j'ai utilisé ces dictionnaires. Il y avait bien sûr Yamani. Arrivé en 2006 d'Unicode, les premiers sites internet, des journaux en ligne, des corpus en ligne. L'arrivée de Google Translate, je crois que c'est il y a 2 ans, c'est tout récent. Wikipédia qui est également présent avec pas mal d'articles. Et puis l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme ChatGPT et vous posez des questions à l'ordinateur, il vous répond en tibétain en vous donnant de poser une question. Geshe Menlam l'avait fait, c'est tout à fait impressionnant. Alors, ça veut dire, si vous voulez, que le tibétain est non seulement l'une des rares langues parmi les 7000 qui possèdent des outils linguistiques sophistiqués, sans aucune aide étatique. Vous voyez, ça correspond, si vous voulez, aux Kurdes, par exemple, ou à d'autres populations qui ne bénéficient pas, ou je pense aux populations quechua, sur lesquelles j'ai aussi travaillé, qui ne bénéficient pas d'aide étatique. Vous voyez. Donc, des petites langues comme ça, il y en a qui arrivent à développer de grandes, je pense à l'hébreu, mais qui évidemment est aidé par le gouvernement israélien, je pense à l'arménien, je pense aux géorgiens, bien sûr, elles atteignent ce type de niveau, mais avec une aide d'État assez fort, malgré tout. C'est pas le cas du tibétain. Le tibétain, il n'y a personne pour, si vous voulez, au niveau étatique. Les Chinois, le gouvernement chinois de la République populaire n'est pas vraiment en train de favoriser l'expansion du tibétain. Il est plutôt en train de fermer des écoles. Là, dans le cas de la théorie de Zhonghua Minzuwei Tarfuxing, c'est-à-dire la grande revitalisation du peuple chinois, dont l'optique est de passer de 55 minorités plus les Han à une seule, c'est-à-dire d'effacer les autres identités. Ça, c'est l'objectif avoué, si vous voulez, du parti. Qui me paraît évidemment être une décision lourde de conséquences, car, bien sûr, la Chine pourrait exister dans le respect de la diversité. Donc, en plus
plus de ça, le tibétain fait partie du club très restreint, comme on l'a dit, qui ont ces 50 langues, avec une ancienneté de 1300 ans. Alors je vais passer au deuxième sujet qui nous rapproche ici aussi de problèmes écologiques. Mais avant, je voudrais faire un petit détour pour parler de la relativité linguistique. Alors, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, les langues ne sont pas des visions du monde. Vous avez les Tibétains qui sont dans cette salle, dont certains sont bilingues, ne voient pas le monde, ils ne voient pas la salle différemment quand ils ferment un œil, leur œil français, ou quand ils ferment leur œil tibétain. Ils voient la même salle, grosso modo. Donc, ce n'est pas des visions du monde, les langues. En tout cas, pas des visions du monde cohérentes. Ça veut dire que néanmoins, particulièrement si les Tibétains, même bilingues, mais particulièrement monolingues, ce qui n'est pas le cas de l'essentiel des gens qui sont sur les pelouses près de nous, qui sont tous des gens multilingues en fait. Car l'exil très très dur qu'ils vivent, même s'ils font preuve d'un pacifisme et d'une joie de vivre remarquable et qu'ils pique-niquent tranquillement selon l'atmosphère tibétaine habituelle, quelles que soient les épreuves, il faut garder la joie de vivre et la tranquillité mentale. Mais donc, ils ne voient pas le monde différemment de nous. En revanche, il peut y avoir ce que j'ai appelé, ça c'est toujours à la page 6, ce que j'ai appelé une relativité restreinte. Relativité restreinte limitée, cela est décrit plus en détail dans un cours de Stanislas Dehaene au Collège de France, qui est spécialiste des neurosciences, et où les dernières recherches en neurosciences montrent que effectivement il y a bien un impact linguistique sur, non pas la vision du monde, mais sur la perception, l'attention, la mémorisation et l'affect. C'est-à-dire que des Tibétains peuvent rentrer dans cette salle, ou des Inuits, ou des Quechua, ou des Bantous, ne vont pas nécessairement décrire la salle exactement de la même façon. Ils vont l'ordonner différemment, avec des petites différences. Ils vont la décrire avec des mots et des techniques de description un peu différentes, et leur attention va se porter pas exactement sur les mêmes choses. Ça, c'est très clair. Alors que si on demande à un groupe de Français de décrire la salle, de francophones d'ailleurs, pas que de Français, on va voir on va retrouver certaines structures, certains patterns, certains modèles de description. Et puis aussi, la mémorisation ne sera pas la même. C'est-à-dire que, comme on va décrire la langue décrire l'architecture, par exemple, de cette salle, dans une certaine langue, lorsqu'on va se souvenir de la description, on va se souvenir dans une langue donnée. Pour vous donner un exemple, en tibétain, il y a, et c'est vrai pour toutes les langues tibétiques d'ailleurs, c'est une particularité qui est d'une richesse inégalée dans le monde, a priori il n'y a qu'une dizaine, même moins d'aires linguistiques qui ont ce phénomène, il y a ce qu'on appelle l'évidentialité, c'est-à-dire que vous avez des auxiliaires qui vont dire si vous avez vu ou l'un des 5 sens, entendu ou touché, senti, etc., ce que vous racontez. Alors par exemple, un tibétain, alors au Ladakh, par exemple, il y a même une différence entre ce qu'on voit et ce que tous les autres sens indiquent. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc un tibétain pour raconter, etc. On va utiliser des termes. Donc c'est grammatical, ça veut dire que je l'ai vu moi-même. Ça ne va pas du tout être grammaticalisé en français, ça n'existera pas en français, parce qu'on ne va pas spécifier en français si on l'a vu soi-même. Et les Ladakis pourraient dire aux gens, oh, skatma chimbora, il y a un son très fort. Et ça, ils ne peuvent pas employer l'auxiliaire do, ils emploient un autre auxiliaire, un autre verbe être, qui est l'auxiliaire rak, parce qu'ils l'entendent. Il y a de l'écho.
dans cette salle. Donc, les langues vont faire attention à des choses différentes, même dans leur grammaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et les Tibétains, lorsqu'ils vont se souvenir des histoires qu'ils vont raconter, ils se souviennent aussi, puisqu'on intègre dans notre cerveau, la façon dont ils le racontaient, les auxiliaires qu'ils ont utilisés. Bien sûr. Donc, si vous voulez, les histoires qu'on raconte, ce qu'on a vécu aussi, eh ben, on l'a vécu, on a donc vécu dans une langue donnée, et ça a un rapport avec l'affect, avec ce qu'on ressent, avec les émotions, car les mots dans toutes les langues sont chargés d'émotions. C'est pas les mêmes mots et pas les mêmes émotions. Donc, vous voyez, on peut parler d'une relativité restreinte ou limitée, si vous voulez. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec la relativité physique générale et restreinte. À la page 7, donc, les langues donc imposent non pas une vision du monde, mais des grilles de lecture subtiles, extrêmement subtiles, un peu différentes. Donc, grosso modo, on voit tous la même chose. On entend tous, grosso modo, la même chose. Évidemment, un Inuit qui entend une symphonie de Schubert ou un air tzigane ou klezmer ne percevra pas les choses de la même façon qu'une mélodie inuite, bien entendu. Voilà. Et puis, les langues nous imposent des classements. Nous imposent des classements par le lexique et par les listes de mots qui sont disponibles. Alors, dans certaines langues, on le sait bien, par exemple en chinois, on a des classificateurs d'objets selon la forme de l'objet, si l'objet est plat. Une feuille, c'est plat. Si c'est sinueux, par exemple, un cours d'eau, etc., Itiao, c'est comme un serpent, on va utiliser des classificateurs particuliers. Et puis, des classificateurs de plantes, des classificateurs d'animaux, et des termes qu'on appelle les idéophones. Alors, les idéophones, il y en a en tibétain beaucoup, donc c'est des séries de sons qui évoquent soit des sons, soit une émotion particulière. Tsagetsigi, Sangesine, Taratore, Kagekyogi, etc. Il y en a un très très grand nombre et qui parfois sont très compliqués à décrire parce qu'ils nous renvoient complètement à une émotion particulière. Il y en a même, si vous les demandez à 10 Tibétains, vous aurez 10 descriptions différentes. Et c'est la même chose de la DAC. J'en ai listé d'un grand nombre. Ils existent dans toutes les langues tibétiques. C'est très intéressant. Les Tibétains n'ont même pas de mots pour désigner ça, les idéophones. Et pourtant, quand vous leur donnez les idéophones, ils savent très très bien ce que c'est et ils vous en donnent plein d'exemples. Il y a aussi des systèmes d'orientation. Vous avez des langues qui vous demandent de localiser, alors la mer par exemple, ça c'est des langues austronésiennes, l'océan, c'est-à-dire vous vous trouvez sur une île, il faut savoir où est la mer quand vous parlez et où est le centre de l'île, pour pouvoir parler et pour pouvoir notamment faire fonctionner la grammaire de la langue en question. Alors pour les Tibétains, il n'y en a pas. Les langues tibétiques, il n'y en a pas immédiatement, mais des Tibétains, en fait, qui parlent des langues non tibétiques, parce qu'il y en a aussi au Garon, c'est-à-dire dans l'est du Tibet, et chez les Chang, qui sont des voisins tibétains, dont certains sont classés comme tibétains, eh bien, il y a ce phénomène où on doit obligatoirement localiser la rivière, et le verbe ne se conjugue pas en fonction des personnes. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Non, elle se conjugue en fonction de l'orientation de la rivière. Donc il faut savoir où est l'amont et l'aval. En ce moment, il y a une étudiante qui est du CAM, qui est à Paris, qui fait une thèse, et je lui dis qu'on n'a jamais en fait une très très bonne description de ces systèmes. Ils ont été décrits par un certain nombre d'étudiants européens, de collègues européens, chinois et tibétains. On n'a pas encore de description précise, parce que si vous voulez, vous arrivez dans une région donnée et vous parlez la langue en question, il faut déjà, la première chose, localiser la rivière. Où coule la rivière, sinon vous ne pouvez pas utiliser le verbe de la langue en question, vous ne pouvez pas le conjuguer, ce qui est très problématique. Sans compter qu'il y a un petit problème, c'est que les rivières ne coulent pas tout à fait dans le même sens
Elle tourne, vous voyez, beaucoup. Alors, en Pays de Galon, c'est le cas. Et cette étudiante qui travaille sur une langue mignac, qui est juste à côté d'elle, elle parle. Sa langue maternelle, c'est le Kramke de Tatsendo, mais elle connaît la langue adjacente. Et j'aimerais bien savoir comment ils localisent les rivières et comment ils intègrent ça au système. C'est quand même extraordinaire. Vous avez là une preuve, d'ailleurs, entre parenthèses, de l'importance de la nature, y compris dans la grammaire du verbe. D'accord? On retrouve ce phénomène dans certaines langues amazoniennes aussi, où il faut aussi s'orienter. C'est également attesté dans d'autres langues. Et puis, donc là, je vous ai parlé des systèmes, un peu des systèmes évidentiels, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de la description de la pièce. Il y a des systèmes de langue où, c'est le cas du tibétain, c'est probablement l'un des plus riches systèmes au monde, où on est obligé de dire quelle est notre source d'information et comment on a accédé à cette information. Si, n'est-ce pas, si je dis il y a eu beaucoup de monde au festival, tu donnes là, mi mambo lepcha, mi mambo lepson, mi mambo lebré, par exemple, j'ai au moins 3 façons très simples, mais il y en a au moins une dizaine de plus si on met des doutes, etc. Il y a eu beaucoup de monde au festival. Comment je le sais? Eh bien, je le sais dans la grammaire en tibétain. Si je dis mambo lepson, c'est-à-dire que j'y étais et que je les ai vus. Si je suis aveugle, je les ai entendus. Mi mambo lepcha, c'est-à-dire que peut-être que je n'étais pas forcément là, ou qu'on m'a retransmis l'information, ou j'ai vu la trace qu'il y a eu beaucoup de monde. Par exemple, si j'arrive après et que je vois beaucoup de papiers qui sont restés sur les pelouses, eh bien, je pourrais dire mi mambo lepcha, c'est-à-dire il y a des traces, donc je peux en déduire à partir des traces que je vois qu'il y a eu beaucoup de monde. Et si je dis mi mambo lebré, c'est-à-dire beaucoup de monde sont venus, c'est un fait, et c'est un peu mon joker, j'évite de dire comment je l'ai su, même si je le sais, je sais comment je l'ai su, mais je le présente comme un fait. Les langues imposent aussi des classements lexicaux et certains domaines grammaticaux, et d'une certaine façon, ces classements, ils nous donnent des indices sur la façon dont les locuteurs perçoivent leur environnement. Alors, pour aussi faire une remarque au passage, on peut dire que, et on va en voir des exemples tout de suite, les langues ont un impact sur l'environnement aussi à cause de ce qu'on peut appeler la performativité du langage, les effets perlocutoires. Par exemple, si on parle constamment, n'est-ce pas, de la croissance, n'est-ce pas, à ce moment-là, tous ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Eurasie, dans les grands pays développés, en Chine, en Russie, tout le monde sait ce que c'est que la croissance. Mais dans tout un tas de langues du monde, il n'y a pas le mot croissance. Ça n'existe pas, simplement. Je vous souhaite bonne chance si vous voulez même l'expliquer à certaines populations aymara qui vivent encore dans les montagnes reculées ou certaines populations d'Afrique. Il n'y en a pas. Donc, en fait, lorsqu'on parle du monde, d'une certaine façon, ça a un impact sur ce qu'on fait. Parce que si on dit, vous voyez, pour la croissance, il faut détruire cette rivière, mais ça va vraiment contribuer à la croissance, ou il faut creuser sur le fond des océans, ça va vraiment nous permettre de vivre beaucoup mieux. Pour certaines personnes, ça va avoir un sens. Ça a un sens parce que ça a déjà un sens dans la langue, et donc dans la performativité du langage. Le point suivant, avant d'arriver à nos exemples tibétains, qui sont assez drôles, vous allez le voir, le parallèle entre il y a un parallèle très fort entre les menaces qui pèsent sur la diversité biologique et la diversité linguistique. Ça a été noté par des collègues comme Goran Flo et ses collègues en 2012 déjà, donc ça fait déjà un moment qu'on a repéré ça. C'est-à-dire que les langues, la concentration des langues, de la diversité dans le monde, sont dans des régions
où il y a une grande diversité biologique. Ça s'explique par le fait que, si vous voulez, ces régions-là sont des régions soit de montagne, soit des îles, soit l'Amazonie, etc. Et qu'elles sont des régions où on a beaucoup de groupes humains diversifiés, qui parlent des langues différentes, et qui sont souvent des régions inaccessibles, soit montagne, soit îles, etc., soit forêt amazonienne ou d'Afrique centrale, etc. Et donc, en réalité, il y a une menace très forte qui pèse, on le sait maintenant, la menace biologique est absolument considérable, et la menace contre les langues, elle est tout aussi considérable. La diversité linguistique est menacée, un nombre considérable de langues disparaissent, et sur les 7000 langues, la moitié vont disparaître avant la fin du siècle, c'est tout à fait probable. Donc ça va aller très 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 vite. Alors, vous me direz, mais c'est un peu comme les insectes, on pourrait dire, les moustiques disparaissent, tranquille. Hein. Même certains ont pu dire, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas s'il y aurait encore beaucoup de gens pour dire, ouais, les abeilles, ça pique, il faut toutes les liquider. Je suis sûr qu'il y a encore 50 ans, il y aurait des gens tout à fait sensés, entre guillemets, qui auraient pu dire ce genre de discours. Or, on sait très bien qu'on ne peut même pas vivre sans les abeilles. Alors vous me direz, les langues, parlons l'anglais. We should all speak English, after all. It's very useful. Le problème, c'est que, quel est l'intérêt de parler des langues différentes? Ben, je ramène à ce que je vous ai dit, les langues véhiculent des choses relativement, il y a une relativité restreinte et qu'elles nous font voir des choses de façon un peu différente. L'attention, la perception, l'affect et la mémoire ne sont pas exactement les mêmes, et les concepts. Donc, en perdant une langue, par exemple, ils se sont rendus compte, en observant des corrélations en Nouvelle-Guinée-Papouasie, que ceux qui connaissaient les langues natives de Nouvelle-Guinée-Papouasie étaient capables de connaître beaucoup d'espèces d'oiseaux et de plantes, et que lorsqu'ils étaient passés au Tokpissin, qui est la langue standard dans la région en Nouvelle-Guinée, ils n'étaient pas capables d'identifier les espèces, hein, que ce soit pour la pharmacopée, pour les oiseaux, etc. Tout simplement parce qu'ils les nommaient. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Quand on va dans certaines régions françaises, les gens nomment encore les champignons ou certaines fleurs, etc., en utilisant les dialectes locaux qu'ils ont utilisés depuis très très longtemps. Ils ne sont pas capables de les nommer dans une langue standard, encore moins dans la langue scientifique. Donc, on peut donc dire, en résumé, nous allons maintenant passer aux exemples tibétains, que de façon à contribuer à la prise de conscience de la catastrophe écologique dont les pandémies sont en grande partie des conséquences, le langage peut être utilisé non seulement comme un vecteur de la pensée, ce qu'il fait naturellement, mais aussi comme un catalyseur, c'est-à-dire le langage peut nous faire prendre conscience, si vous voulez, et la façon dont nous parlons, si nous parlons en termes de croissance, ou nous allons évoquer d'autres façons de parler là maintenant, eh bien ça a un impact, le fait simplement il y a des nouvelles tendances, par exemple, où certaines personnes donnent des noms aux arbres, des noms à des plantes domestiques, etc. Ça fait très longtemps qu'on donne des noms aux animaux domestiques. On n'a pas la même relation à un animal qu'on appelle, ou à un arbre auquel on a donné un nom. On le coupe moins facilement s'il existe aussi dans notre langue, d'une certaine façon. Donc, la langue peut aussi avoir un impact sur cette dimension écologique. Alors, à la page suivante, la page 8. Alors, lexique et conceptualisation du monde. Donc, le concept croissance apparaît, comme je l'ai dit, dans énormément de langues. Hein, vous avez Qingyi Zhenjiang en chinois, Tsimicha en hébreu, etc. Growth, Wachstum, Rost en russe, etc., etc. Tout vous dites ça, tous les gens de toutes les langues que j'ai mentionnées comprennent tout de suite ce que c'est. Si on dit en tibétain Penjor Pengye,
je ne suis pas sûr que, en tout cas, bon, sûrement pour l'élite qui est ici, ça veut dire quelque chose, mais pour d'autres Tibétains, des paysans ou des éleveurs du plateau, si on dit Benjot Kringye, je ne suis pas sûr que ça évoque quelque chose de très précis. Et donc, en réalité, ça peut être des mots qui existent, mais sont nouveaux et très peu employés. Très très peu employés. Si on prend le terme ésode en français, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, en fait, ce terme a remplacé le terme de nuisible. Vous voyez comme la langue a un impact, parce qu'au lieu de dire ce sont des nuisibles, mais bah, ça. On dit des ésodes. Alors ésode, plus personne, ça devient un terme neutre. On peut liquider un ensemble d'espèces qu'on appelle ésodes. Vous voyez, la langue peut permettre l'élimination systématique. Là. Voilà. Ça a été même utilisé par les grands systèmes concentrationnaires où on n'appelle plus les gens par leur nom, on leur donne des numéros. Voilà. Là, ésode, les nuisibles, etc., ça permet d'éliminer. Donc, à l'inverse, alors si on demande à des Tibétains, vous pouvez faire l'essai dans la salle, si on leur dit Tawa Tenjung, tout le monde en principe connaît, ou presque tout le monde connaît. Je veux dire par là, les gens qui ont été éduqués au moins dans un système traditionnel tibétain. Et ça signifie, on peut le traduire par la théorie de l'interdépendance. Mais vous voyez, en français, c'est assez complexe. Et ce terme de Tawa Tenjung, il évoque non seulement l'interdépendance entre les hommes et la nature, mais l'interdépendance entre les phénomènes en général. L'interdépendance est très importante dans le bouddhisme tibétain et le Bön, la religion qui était endémique. Il est souvent associé au concept aussi de ne et tu. Alors, ne tu, ne c'est le contenant, le récipient, et tu c'est le nectar. Et le récipient fait allusion à ce qu'on appellerait en français le biotope, et tu fait référence à ce qu'on appellerait en français la biocénose. Alors là, c'est l'inverse de ce qu'il y avait tout à l'heure avec la croissance. Maintenant, si je demande à l'ensemble des gens ici qui utilise le mot de biocénose, il n'y a pas beaucoup de doigts qui se lèvent. Hein. Biocénose, c'est ce que les Tibétains appellent tu. Les Tibétains l'utilisent tous les jours. Tous les jours. Il est dans pas mal de prières, etc. On le retrouve tous les jours. Biocénose, ça veut dire tu, en fait, c'est ça. C'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. L'ensemble des êtres vivants. Alors, il y a une petite chose amusante, c'est que pour les Tibétains, théoriquement, les plantes ne sont pas vraiment considérées comme sentiennes, mais en fait, ils les incluent dans le tu malgré tout. C'est-à-dire dans le nectar des êtres vivants. Même si, d'une certaine façon, elles sont conçues comme inanimées au sens de ne possédant pas un esprit sain. Et il y a un terme moderne en tibétain. Quand les Tibétains ont dû traduire la notion d'écologie, naturellement, ils ont proposé ne tu Tenjel-Ripa, c'est-à-dire le lien d'un l'étude Ripa de l'interdépendance Tenjel entre le nectar et, plus exactement, le ne et le tu, entre le récipient et le nectar, entre le biotope, l'air, la terre, le feu, l'eau et les êtres qui peuplent l'environnement. D'accord ? Donc c'est vraiment cette relation entre l'environnement qui est très 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 présent au Tibet. Si vous allez au Tibet et dans l'Himalaya, dans les deux cas, vous verrez que l'environnement est partout et qu'il est extrêmement puissant en termes de montagnes, de rivières, de grêles, etc. Au Tibet, il neige, mais il neige moins qu'en Sibérie. Sauf qu'il neige en août. Ce qui ne neige pas en Sibérie, je peux vous l'assurer. En plein mois d'août, vous avez des
des avalanches de neige, il peut neiger très fort, grêler très fort, en plein été. Ça, même dans les zones arctiques, c'est extrêmement rare. Alors, il y a d'autres concepts traditionnels qui sont intéressants dans la tradition tibétaine. Et à la fin de la page 8, donc, on les retrouve aussi, ces concepts, dans toute la zone, pas seulement au Tibet, mais on les retrouve au Ladakh, au Spiti, au Bhoutan, au Sikkim, etc. Donc dans toute l'ère tibétique que je vous ai montré sur la carte au début. C'est-à-dire quand même des pays qui sont profondément influencés par la culture tibétaine et qui parlent des langues dérivées du vieux tibétain en plus. Donc la première notion, c'est celle de Tsetal. C'est une notion très fréquente qui signifie littéralement Tse, c'est la vie, Tal, c'est sauver, libérer, et on l'applique en général aux oiseaux, au bétail. Moi, je l'ai vu faire comme pratique dans les différentes régions tibétiques où je me suis rendu durant les 40 dernières années. Vous pouvez acheter au marché des animaux. Vous pouvez le faire à Paris. Vous allez acheter des animaux qui sont en cage, qui doivent être tués, et les relâcher. C'est une belle pratique d'une certaine façon. Et cette pratique, elle peut s'étendre aux plantes. Alors ça, je ne le savais pas. Moi, je ne l'ai pas directement vu. Je passe à la page 9. Mais Koma, qui est une chercheuse ici qui a fait sa thèse il n'y a pas longtemps, l'a décrite. Elle peut s'étendre aux plantes, à des arbres. Alors d'une certaine façon, quand je dis je ne l'ai pas vu, oui, bien sûr, j'ai vu de nombreux arbres entourés de kata. Et bien sûr, c'était aussi une façon de protéger ces arbres. On va revenir à cette notion de protection. Et puis, elles peuvent être étendues à des vallées entières. Des vallées entières. Le deuxième concept est celui de Sorlo. Donc, c'est une rançon de vie. Non pas vie de rançon, mais rançon de vie plutôt. En fait, on épargne la vie d'un bovin, d'une chèvre, d'un mouton, du troupeau en général. Et c'est un peu comme un tsetal, c'est un peu comme libérer la vie. On ne l'envoie pas à l'abattoir pour la dédier à une divinité des montagnes. C'est-à-dire, c'est ça un petit peu la différence, c'est que le tsetal, on laisse les animaux, si vous voulez, sans les tuer, mais on ne le fait pas nécessairement pour les offrir à une divinité. Tandis que là, on leur épargne la vie, donc ils sont dans un troupeau, ils ont en général des petits bandeaux de laine sur les cheveux de différentes couleurs, on les repère très facilement dans le troupeau, et vous savez que là, il ne faut pas l'envoyer à l'abattoir, celui-là. Les autres, bien sûr, les Tibétains sont des éleveurs, ils mangent d'ailleurs beaucoup de viande, ce qui pose un problème parce que comme il y a de plus en plus une idéologie végétarienne qui arrive de Taïwan et même en Chine continentale, il y a cette idéologie, elle est la même chose en Inde, des Yulha, des divinités des montagnes, des Shida, des Tsen, des Nien, etc., etc. Et des loups, je ne vais pas parler des loups, je ne l'ai pas dans l'exposé là, qui sont très très importants. Les loups, alors ce n'est pas nos loups à nous, les loups ce sont des nagas, des esprits, des sources, des esprits. Et pour les Tibétains, c'est très important. Ça veut dire que, traditionnellement, évidemment, je ne parle pas des jeunes Tibétains nés à Paris qui ont très très peu vu les environnements de la très haute montagne du plateau tibétain et de l'Himalaya. Mais les sources, c'est sacré d'une certaine façon, parce qu'il y a précisément les loups qui y résident, les nagas, et on apprend très vite aux jeunes Tibétains, aux jeunes Ladakis, aux jeunes Bhoutanais, de ne pas aller faire pipi près d'une source, de ne pas jeter du plastique, bon, même s'ils en jettent pas très loin, mais il ne faut pas qu'ils... Ça, tu ne peux pas faire ça. Et c'est très important pour ces cultures-là. On ne plaisante pas avec ça, si vous voulez. Ça, c'est... Bon, ils sont, vous voyez, quand vous voyez les Tibétains pique-niquer ici, ils sont très tranquilles et tout, voilà, ils ne sont pas... Mais il y a des petites choses, il faut faire un peu attention, parce que ça c'est de l'ordre du... Il faut respecter ces lieux. Voilà, et puis la dernière
La dernière notion, c'est celle de Béhul. Béhul signifie la vallée cachée. Alors, vallée cachée, d'une certaine façon, c'est, on peut dire, c'est un lieu qui correspond à un nez, mais généralisé à toute une vallée, voire une région. Et on peut dire que certaines régions du Tibet, du Népal ou de l'Inde, et même le Bhoutan, est parfois appelé un Béhul, c'est-à-dire une vallée cachée. C'est-à-dire qu'on entre dans une vallée où les arbres sont exceptionnels, il y a des cascades exceptionnelles, etc. Et tout de suite, ça confère une dimension sacrée. C'est un parc national. Mais avant, sauf qu'on n'y va pas de la même façon que chez nous, avec des petits panneaux, etc. Même si c'est protégé, il n'y a pas marqué parc, il n'y a rien marqué, mais c'est un Béhul. On ne va pas laisser de papier, etc. C'est un endroit sacré. Les gens le savent traditionnellement et ils ne font pas n'importe quoi. Alors je passe à la fin de la page 9. Je vais donner des exemples aussi maintenant de l'influence des classements, des champs lexicaux et des classifications spécifiques. Donc, vous savez, on a longtemps parlé des nombreux noms de la neige pour les Esquimaux. Et ça, malheureusement, c'est faux. C'est ce qu'on appelle les Eskimo Hawks, c'est-à-dire le canular esquimau, parce qu'il se trouve que les linguistes, qui étaient des philologues longtemps, notamment Benjamin Worth, a mélangé plusieurs langues inuites et il en a fait toute une mayonnaise, et c'est malheureusement faux. Par contre, si on parle d'autres choses qui sont absolument vraies, si vous parlez à des Italiens du nombre de types de pâtes qu'ils peuvent vous donner, la pasta, là, vous voyez que pour les Italiens, la pasta, c'est quand même sérieux. Et vous avez une centaine de termes pour décrire la pasta. Et bien, pour les Tibétains, les yaks, c'est un truc très sérieux. Et vous avez aussi, alors il y en a un peu moins, il n'y en a pas une centaine, mais énormément de termes, je ne peux pas vous les donner tous, mais rien que pour les types de yak. Vous pouvez parler de yak, qui veut dire soit le yak, l'espèce, l'hypéronyme, soit le yak mâle. Mais il y a aussi ji, qui signifie la yak femelle, donc évidemment, lorsqu'on dit du beurre de yak, c'est un peu un problème, parce que c'est du beurre de ji, en principe. Nor signifie le terme générique pour les yaks, et aussi le métal, je suis en haut de la page 10. Nor veut dire richesse, c'est un peu comme cattle, en anglais cattle, qui vient de capital. Capital. Cattle, c'est le capital que l'on a. C'est donc l'argent que l'on a. Plus on a de troupeaux, plus on est riche. Nalo, ce sont des yaks sans cornes, qui sont bien pour transporter les petits-enfants, etc. Djong, c'est le yak sauvage, que j'ai eu la chance de voir encore au Tibet, et qui sont de moins en moins nombreux. Ke, c'est le yak sur lequel on met c'est une bête de somme sur lequel on met les charges. Dzo, c'est l'hybride de yak et de vache, comme d'ailleurs les tepo, les carpo, qui sont différents degrés d'hybridation entre le yak et la vache, ou bien entre la vache et le dzo, ou entre le yak et le zomo, etc. Donc, pour les Tibétains, c'est très important. Et là, je vous épargne la trentaine de termes pour les éleveurs qui vont vous dire Sonier, Son, il a deux dents, il a 3 dents, etc. Et qui comptent leur âge avec les dents, etc. Donc, c'est très, très important. Et vous voyez que si on parle d'un yak, pour nous, on a un seul terme en français. Yak. On n'a même pas le mot pour la femelle du yak. Les Français ne le connaissent pas. Donc, vous voyez, c'est yak. Mais pour un Tibétain, s'il voit une bête, déjà il va tout de suite vous dire « Ah non, ça c'est pas un yak, c'est une zomo, c'est une zo », il va savoir le dire. Donc, où il va voir un yak sans corne, comme ça il va « Ah, ça c'est un nalo », donc, etc. Donc il va faire attention à des choses auxquelles nous on ne prêterait pas attention. Et là on revient à cette histoire de relativité restreinte des langues, vous voyez, de différence. Il ne va pas prêter attention aux mêmes choses.
Alors, le point suivant sur lequel j'aimerais parler, c'est donc c'est à la page 10. C'est l'impact de la dénomination sur la relation à l'environnement. J'en ai un petit peu parlé, mais là on va parler d'expression tibétaine. Alors, en Inde, il y a de nombreux animaux qui sont appelés par des termes de parenté. Par exemple, tante paternelle, tcha-tcha, tante paternelle ou tante paternelle, etc. On s'aperçoit que beaucoup d'animaux sont appelés par des termes de parenté. Alors, par exemple, dans toute la zone tibétique, j'ai pu noter un très très grand nombre de mots qui ne sont appelés que par des termes de parenté. Par exemple, le singe, dans certaines langues du Kham, est appelé agé ou agépi. Donc ça signifie grand-père singe. Là, il y a une coquille en tibétain, c'est agépi, agespre. Le tigre est appelé amita ou ajotak, ça signifie grand-père tigre. Alors vous me direz, bon, ce sont des animaux imposants. Ils les appellent par des termes de parenté, finalement c'est une façon de les valoriser. Mais plus intéressant, le mot araignée, dans certaines langues, par exemple, à Purik est appelé Abi Sinjamon, grand-mère démon. Donc l'araignée, c'est une grand-mère, attention. Abi Taken est la façon dont elle les appelle à Karo et parfois aux Anskars. C'est-à-dire grand-mère tisserande. Alors vous me direz, ceux qui connaissent la mythologie grecque, Arachné, c'était bien ça, c'était une tisserande, donc il lui est arrivé des trucs parce qu'elle a été jalousée, je crois que c'était Athéna, enfin, je ne sais plus quelle déesse s'en est pris à elle, mais il l'a transformée en araignée. Mais enfin, pour les Tibétains, elle est carrément appelée grand-mère tisserande, l'araignée. C'est son nom normal, il n'y a pas d'autre nom. Alors il y en a un que j'aime particulièrement, c'est les papillons de nuit, qui sont appelés Gemo Merchep ou bien Gepo Merchep. Là j'ai écrit 2 fois Gemo d'ailleurs, mais c'est Gepo Merchep, c'est le vieux qui se suicide dans le feu, ou la vieille qui se suicide dans le feu. Sauf que quand on est au Tibet, ou bien dans l'Himalaya, le terme est utilisé partout d'ailleurs, dans toute la région tibétique. Eh bien, quand on est notamment chez les éleveurs, dans les tentes, eh bien, souvent il y a des bougies le soir, et il y a les papillons de nuit qui viennent, qui tournent autour de la langue et qui se jettent littéralement, et qui vont mourir naturellement sur la flamme de la bougie. Et ça a frappé les populations. Mais on les appelle le vieux et la vieille. C'est le vieux et la vieille. C'est pas, vous voyez, c'est pas un horrible insecte. On leur donne un terme de parenté. Et puis il y a aussi le perroquet. Alors tous ces termes-là sont plus ou moins dialectaux. Très souvent, on ne va pas les trouver dans le tibétain littéraire le plus noble, sauf le terme aku netso. Alors netso, c'est l'oncle perroquet. Ça, c'est l'oncle. C'est toujours un oncle. C'est pas une tante, c'est pas Ani netso, c'est aku netso. Et il est partout, y compris dans la littérature. Donc, c'est un oncle. Et puis, un autre animal qui n'a pas un terme véritablement de parenté, mais qui est très anthropomorphisé, c'est le vautour. Alors, le vautour, ce n'est pas du tout un charognard comme chez nous, c'est un animal qui mange du cadavre, qui est horrible d'une certaine façon, parce que la façon de le désigner, c'est assez horrible. En tibétain, c'est Chage. Chage ou Chagol en ando, ou Tankargobo, ou Chagel. Et là, ce sont que des termes très valorisants. Ça signifie l'oiseau royal, ça signifie l'oiseau brave, Chage, l'oiseau puissant. Et c'est utilisé, comme vous le savez, dans les rituels, dans pas mal de régions, pas partout, dans les rituels des funérailles célestes, lorsque on donne le corps du défunt à manger au vautour.
selon un rituel où les vautours sont appelés et descendent de façon extrêmement ritualisée. Le roi des vautours descend en premier, le chef, parce que c'est très hiérarchisé les sociétés de vautours, et ensuite les autres vautours. Peut-être certains ont vu, moi des amis tibétains m'ont forcé à le voir plusieurs fois, parce qu'ils me disaient « tu t'intéresses à la culture tibétaine, il faut que tu vois ça ». Je n'étais pas certain que c'était la chose la plus, comment dire, qu'il fallait absolument que je voie, mais effectivement, mais après tout, c'est une bonne façon de disparaître, hein, parce que eux, pour les Tibétains, quand ils voient les corps, la façon d'enterrer, les vers qui mangent les cadavres sous la terre tout doucement, et tous ces insectes et la vermine, ça les dégoûte d'une certaine façon. Ils appellent ça des orogan, c'est-à-dire des boîtes à cadavres. Donc pour les Tibétains, c'est assez horrible, et pour nous, quand on se dit les charognes viennent manger les corps découpés et les crânes écrasés à l'aide de pierres, pour les Tibétains c'est très bien parce que c'est le corps disparaît et l'âme, Namché, se retrouve libérée de ce corps. Alors, donc, voyez comment, à partir, je passe à la... et oui, ce que je voulais raconter aussi par rapport aux vautours, c'est qu'ils sont chantés dans la poésie, dans les chants traditionnels, un peu comme le condor en Amérique du Sud, qui est aussi un animal sacré chez les Quechua, les Incas, etc. Et donc, voyez comment le nom lui-même va changer la position. Si on appelle un charognard, on n'a pas beaucoup de respect pour un charognard. Si on dit c'est un vautour, ou c'est le roi des oiseaux, ou c'est l'oiseau puissant, l'oiseau brave, ça change tout. Page 11, on arrive à la conclusion, et puis je laisserai un petit peu de temps s'il y a quelques questions, et puis sinon on se retrouvera sous le soleil et des pique-niques. Alors comme nous l'avons vu après cette présentation, au cours de cette présentation, le tibétain fait partie des 200 langues équipées d'outils linguistiques modernes et de technologies modernes très sophistiquées, avec un S, et des 50 langues possédant un système d'écriture singulier. C'est donc, d'une certaine façon, une singularité tout à fait exceptionnelle parmi les langues du monde, surtout si l'on pense que le Tibet n'est pas l'État très puissant qu'il fut en Asie centrale jusqu'au Xe siècle, ou en tout cas fin du IXe siècle. Eh bien, il est maintenant, il n'est plus un État, il a été dépecé. Et en même temps qu'il y a cet outillage de cette langue, cet outillage exceptionnel, et l'intelligence artificielle est maintenant utilisée et on bénéficie des traductions automatiques de façon extraordinaire, eh bien cette langue continue à véhiculer des concepts traditionnels extrêmement liés à la nature, comme on a pu le voir. Et donc, d'une certaine façon, ça pourrait être une langue ambassadrice de l'environnement et de l'écologie au niveau mondial, puisque c'est une langue qui fait vraiment attention à cette nature. Donc, c'est une langue qui fait attention à l'interdépendance des phénomènes, de leur impermanence aussi, de leur fragilité. Et donc, elle peut être une ambassadrice. Et comme on l'a vu, la relation à l'environnement diffère selon les langues et les cultures. Et notre environnement, aux plantes, aux animaux, au monde minéral, passe donc aussi par le langage et peut donc servir de catalyseur dans la prise de conscience de la crise écologique et de l'évolution actuelle des écosystèmes. Voilà, je vous remercie et je vais prendre quelques questions. Voilà, vous avez quelques références sur des choses que j'ai citées. Ah oui, il y a 2 livres aussi avant les questions. Ça, il y a aussi un film qui s'appelle Song of the Water Spirits, je ne sais pas où il en est de sa diffusion. Et puis, les 2 livres sur lesquels, pour ceux qui s'intéressent à la poésie, c'est Méditation végétale et pensée minérale, qui sont, je crois, en vente d'ailleurs ici, et puis une version en ligne avec des photos de Mathieu Ricard et une préface de Mathieu Ricard
qui est l'un des traducteurs du Dalai Lama, en tout cas en français. Et donc, il m'a fait l'amitié et le plaisir de faire une très belle préface aussi, et qui est un grand photographe. Vous connaissez peut-être certaines de ses photos. Voilà, alors... Merci beaucoup, professeur Tourna, pour votre intervention. Maintenant, c'est la session de questions-réponses. Si vous avez des réponses, levez votre doigt et je vais vous passer le micro. Je vous remercie pour cet exposé. Il y a une question que je me pose depuis très longtemps, c'est comment font les Tibétains au moment des rites funéraires, car il n'y a pas tellement de vautours en France. Alors quel choix funéraire font-ils? Et je me pose cette question depuis assez longtemps, et si vous pouviez m'y répondre, je serais très... Alors, ils peuvent venir dans les Alpes de Provence où je réside une partie de l'année, quand je ne suis pas dans l'Himalaya maintenant. Mais, non, plus sérieusement, il y a des vautours dans les Alpes de Provence. Mais il se trouve que la tradition du Chator, ça s'appelle la dispersion par les oiseaux en tibétain, Chator, n'est pas partout au Tibet. Donc dans les régions où il y avait du bois, au Kham, dans certaines régions, et au sud de l'Himalaya, Sikkim, Bhoutan, etc., il y avait beaucoup plus les rituels de Timsek, de crémation. Et donc les crémations sont utilisées. Les Tibétains probablement sont le peuple au monde qui utilise le plus de types de rituels. Il y a même, dans des cas de maladie, etc., j'ai vu moi-même des corps jetés dans les rivières. C'est assez rare. Ils enterrent également. Alors là, évidemment, il faut que ce soit enterrable, parce que s'il fait moins 25, moins 30, on ne peut pas creuser la terre. Mais le plus fréquent, et aussi il y a le cas où, en l'absence de vautours, c'est pas problème, si je puis dire, on peut déposer le corps un peu plus haut. Alors là, en l'absence de vautours, il y a des loups, il y a des léopards des neiges, enfin il y a quelques animaux qui s'en chargeront. Voilà, donc il y a, ça existe vraiment, des gens qui emmènent, alors ça c'est maintenant, je pense, extrêmement rare, mais des anciens qui partaient eux-mêmes, un peu comme ce qui existe chez les Inuits aussi, qui partaient dans la montagne pour leur passer leur dernier moment. Ça c'est fait. Donc si vous voulez, vous avez une diversité assez incroyable, mais maintenant le plus prisé, c'est la crémation. Les Chinois essayent aussi d'imposer l'enterrement, mais la crémation est recommandée aussi en Chine pour des raisons de place, etc. Sauf que les Tibétains n'ont pas de place, donc ça c'est pas le problème. Mais donc les deux grands types, alors je ne sais pas actuellement, puisqu'on ne peut plus travailler au Tibet central. En Indo, je n'étant pas anthropologue, même si la linguistique que je pratique, comme vous l'avez compris, est assez influencée par l'anthropologie, surtout ces dernières années. Je ne peux pas savoir exactement combien il y a encore d'endroits où pratiquent les domden, qui sont les dépeceurs de cadavres, parce qu'il fallait toute une transmission générationnelle. C'était des gens très particuliers qui n'étaient pas forcément, étaient un peu à l'écart du point de vue social, un peu comme les garas, comme les forgerons, etc., etc. Et donc ils étaient un peu, il y avait un phénomène un peu de mise à l'écart. Et moi j'ai parlé à des domden et qui me disaient, oh, grosso modo, on est la dernière génération, il n'y aura plus beaucoup de générations qui pourront faire ça, parce qu'il fallait évidemment connaître tout le rituel de dépeçage du cadavre humain, qui est évidemment, qui ne se fait pas comme ça. Donc voilà, donc ils trouvaient des solutions pour faire ces funérailles-là. Et là maintenant, je ne peux pas vous dire exactement, je suis sûr que ça se pratique encore dans certaines régions, mais assez reculé. Et il y a eu une tentative du gouvernement communiste chinois pour interdire complètement ces pratiques, car les Chinois trouvaient des pratiques évidemment barbares, mais il faut dire que beaucoup de choses que faisaient les Tibétains étaient considérées comme barbares par ce gouvernement qui ne s'auto-désignait pas comme barbare lui-même, bien sûr. En fait, ma question posait surtout comment ça se passe en Occident. Alors en Occident, dans les Tibétains, à mon sens, ils pratiquent la crémation. Voilà, dans la diaspora. C'est la pratique la plus normale, s'il vous plaît. Alors, il y en a sans doute qui se font enterrer il y a des chrétiens tibétains, ils sont très peu nombreux, très peu nombreux. Donc,
vous savez, les Tibétains ont eu sur Pourtour et eu quelques hindous, quelques chrétiens, mais c'est vraiment dans des endroits très très précis. Mais sinon, c'est la pratique de la crémation qui est la plus fréquente à l'heure actuelle. Et en tout cas, à ma connaissance, dans la diaspora, il n'y a pas de pratique des funérailles célestes du tout. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour, je me demandais quel était le degré de prédation de la dictature chinoise sur l'environnement tibétain en ce moment. La destruction, enfin, là je viens de lire le dernier livre du Dalai Lama où il s'inquiète de l'impact sur les 3 sources des grands fleuves voilà, qui irriguent l'Asie en fait, et sur des problèmes probables à venir sur la sécheresse, sur le manque d'eau dans le futur. Mais je me demandais au Tibet en ce moment, c'est comment le niveau de destruction? Oui, toutes ces questions, la question précédente et celle-ci aussi sont évidemment très intéressantes. Des questions, celle-ci est tout à fait aussi cruciale parce que malheureusement la prédation là est extrêmement importante. D'abord, il y a une augmentation de construction des barrages. Les plans pour les barrages actuels sont extrêmement nombreux. Ça veut dire que des vallées entières vont être condamnées, que des villages entiers vont être déplacés, si ce n'est pas des villes entières. Donc on a ici un problème environnemental absolument énorme. Et à ce domaine-là, il faut ajouter le problème de l'exploration minière. Et il y a énormément, on a les 8e mines de cuivre au monde, mais il y a de l'or, il y a des tas d'éléments, il y a des terres rares. Et ça fait l'objet de prédation, et je pourrais dire même de pillage, puisque les Chinois se servent de là, bien que ce soit région autonome ou bien des préfectures autonomes, ils ont quand même de nom le mot autonome, au moins, ou dans leur appellation au moins, et ben le Parti communiste s'en sert pour l'exploitation. Et j'ajouterais, je n'en ai pas parlé, mais par rapport aux mines, il se trouve que pour les Tibétains, alors eux-mêmes, d'un point de vue de l'archéologie, il y a très longtemps, en réalité, leur degré de civilisation a été très certainement avantagé par l'exploitation du métal, sans doute de mines d'or, de mines de cuivre, etc. Mais c'est très clair qu'il y a eu des mines de fer, etc. Donc si vous voulez, les Tibétains ont développé un travail du métal depuis très très longtemps. Il y a eu des ponts en fer, les fameux ponts de Tantong Gyalpo, etc., qui remontent à longtemps. Donc, en fait, ils ont pratiqué le minage, mais il y a en même temps dans la tradition tibétaine l'idée que les terkas, les minerais, sont aussi sacrés, on ne peut pas déranger la terre. Donc c'est une idée très forte, et beaucoup de Tibétains actuellement se battent contre les autorités notales. Non parce que d'une part, ils n'ont pas de dividendes du tout de ce qui est pillé, c'est-à-dire qu'en fait, on prélève les minerais et qui sont envoyés par train maintenant, parce qu'il y a un réseau de trains qui est en train un maillage qui est en train de couvrir l'ensemble du Tibet, mais en plus de ça, parce que ça dérange les divinités locales, les miennes dont j'ai parlé, et puis même les loups, les esprits des sources, etc., sont très dérangés par le fait de creuser la terre. Donc il y a un côté, si vous voulez, pour les Tibétains, le fait de pratiquer l'exploration minière, c'est un peu un viol d'une certaine façon, et ça dérange les esprits locaux. Ça, c'est très très marqué. Et donc là, les choses s'accélèrent, puisque l'exploration minière, à cause des terres rares, et également les problèmes de barrage sont énormes. Et vous avez fait allusion au fait qu'il y a évidemment les guerres de l'eau, comme l'ensemble des grands fleuves. Le Mékong, par exemple, qu'on appelle Zacho, coule plus de 1000 km au Tibet. C'est absolument énorme. Le Mékong, le grand fleuve d'Asie du Sud, sur les berges de la Birmanie, Thaïlande, Cambodge, etc., ce Mékong, ce fameux Mékong,
il coule 1000 km au Tibet. Il y a une confluence du Zachu et du Ngomchu, pardon, le Ngomchu. Et le Brahmapoutre, le Gange, le l'Indus, Sengetsampo, le fleuve du Lion, etc., sont tous des fleuves du Tibet. L'Indus abreuve l'ensemble du nord de l'Inde et le Pakistan. Très très important, n'est-ce pas? Le Brahmapoutre, tout le Tibet, et ensuite rejoint le Bangladesh, etc., etc. Et le Gange, et puis le Jichu, le Yangtze-Kiang, qui est le fleuve le plus important de la Chine, qui coule lui aussi un millier de kilomètres au moins au Tibet, et le Machu, le fleuve jaune, qui est aussi le plus long fleuve de Chine. Il est pratiquement asséché en certaines années. Et donc, en dehors des barrages, va se poser le problème de la fonte des glaciers et du fait qu'une fois que les glaciers seront fondus, ces fleuves vont diminuer de la moitié ou des 3/4, et ça va poser un problème énorme, ce qui risque, si on ne change pas de paradigme de relations internationales et de paradigme géopolitique, de déclencher des guerres géopolitiques, des guerres tout simplement, entre tous les voisins de la République populaire de Chine. Et on l'a vu d'ailleurs récemment avec la guerre aussi entre l'Inde et le Pakistan, qui heureusement s'est arrêtée assez rapidement. La première chose qu'ont dit les Indiens, c'est « nous allons couper l'eau de l'Indus ». Donc vous voyez que c'est une façon de faire la guerre aussi, et que l'environnement va se retrouver au centre là. Et comme le Tibet est au centre de ces cours d'eau, et c'est le château d'eau de l'Asie, d'une certaine façon, ça va être un enjeu crucial. Ouais, peut-être une dernière question, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bonjour, j'ai une question, si je me souviens bien. Vous avez dit qu'il y a 76 langues en Tibet, ou il y avait. Alors, est-ce que tous les textes sont écrits dans la langue de Lhasa ou aussi dans les autres langues? Alors, merci pour cette question. En fait, les 76 langues, il y a des langues qui sont parlées par 500 personnes, 1000 personnes, des toutes petites langues, et elles sont en général non écrites, elles ne sont pas du tout écrites, elles n'ont jamais été écrites, car les Tibétains qui parlent ces langues, ils écrivaient en tibétain littéraire, traditionnellement, si vous voulez. Donc, il n'y a pratiquement que le tibétain commun, le Dzongkha, qui est parlé au Bhoutan, le Khokey, qui est parlé au Sikkim, et le Ladakhi, qui sont des langues écrites en alphabet tibétain. Sur les 76 langues, c'est 4 qui sont écrites. La plus courante, c'est le tibétain littéraire, le tibétain commun moderne, que vous avez partout écrit ici, dans cette salle, et partout dehors, qui est la plus fréquente. Mais sinon, il y en a 3 autres qui sont écrites. Et il y en a quelques-unes où il y a des tentatives, si vous voulez, de les utiliser comme langues écrites. Mais donc, c'est très très peu. Et donc, tout l'ensemble de ces autres langues sont menacées. Toutes celles qui ne sont pas écrites sont assez... Vous voyez leur liberté, parce que maintenant, avec la dominance presque de la Chine, et la préservation de la culture qui est plutôt en dehors du pays. C'est pas, normalement, ce n'est pas parlé au niveau mondial politiquement, au niveau de la diplomatie. C'est vraiment plutôt un soft power de Dalai Lama qui essaie de gérer la guerre très, je ne sais pas le mot en français, mais softly. Donc, comment vous prévoyez, comment la peuple tibétain peuvent vraiment préserver leur langue, parce qu'en Chine, en Tibet, aussi, la Chine impose le mandarin. Donc, c'est la question ici. Merci aussi pour cette question très importante. Effectivement, le mandarin est imposé, et l'idéologie du camarade Xi, c'est qu'il n'y ait qu'une seule langue en fait parlée en Chine. Ce qui est une erreur stratégique considérable, qui mécontente énormément de Chinois eux-mêmes, puisque même des Chinois qui parlent des langues
comme le cantonais ou autres, sont pas du tout contents de cette situation. Et donc, évidemment, je ne parle pas des Tibétains, des Ouïghours, des Mongols, même des Chuang ou d'autres langues qui sont évidemment très mécontents de cela. Alors, pour répondre brièvement à votre question, quels sont les moyens? Donc ici, effectivement, on voit se reproduire un petit peu ce qui s'est produit à la suite des grands génocides, du génocide arménien, qui était le premier génocide, et ensuite de la Shoah, du génocide des Juifs européens. Et on retrouve là le fait que, évidemment, les diasporas se sont répandues dans le monde. C'est exactement ce qui se passe pour le Tibet. Où vous avez ici une diaspora maintenant à Paris, 10 000 personnes, vous en avez à Toronto, vous en avez partout, vous avez des Tibétains en Afrique du Sud, vous en avez à Taïwan, vous en avez en Asie, vous en avez en Amérique du Sud quelques-uns, etc. Donc ces diasporas, à la suite de cette tragédie, ils ont dû partir, continuent, s'ils peuvent, à partir de ça devient difficile de quitter, parce que là j'ai parlé des bons côtés de l'intelligence artificielle, mais il y a les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est la surveillance généralisée. En Chine, là maintenant, vous pouvez surveiller tous les Pyrénées, c'est-à-dire l'Himalaya, par des drones, et vous pouvez tout faire avec des caméras, etc. Donc ça devient compliqué de sortir. Alors, les espoirs, c'est que tout simplement, ce gouvernement de Xi s'effondre, parce qu'il ne faut pas penser que les Chinois sont tous derrière la dictature et le bureau politique actuel. Le bureau politique chinois ne comprend pas une femme, ce qui en dit long. Pour moi, des systèmes politiques qui n'ont aucune femme, pour moi, sont des systèmes dangereux. Je pense qu'il est important de faire participer l'ensemble des citoyens. Donc ce ne sont que des hommes et ce ne sont que des femmes. Et en plus des hommes âgés. Donc si vous voulez, je pense que des jeunes Chinois, même Han, peuvent avoir des vues assez différentes. Il y a quand même, si vous voulez, la société chinoise est extrêmement complexe, elle est très diverse, et je pense qu'il y a une très mauvaise chose pour la Chine elle-même, ça. Et je pense qu'évidemment, il y a peut-être un jour, de toute façon, il est mortel aussi, Xi est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Xi est mortel, si je puis dire, donc Xi Jinping va aussi disparaître. Et on peut espérer qu'en Chine, il y ait quelques personnes illuminées, un peu plus que lui, qui se disent, mais c'est une chance pour la Chine que d'avoir les Tibétains, que d'avoir les Ouïghours, que d'avoir les Mongols, que d'avoir les Coréens. Tout ça, c'est une chance, au contraire, parce qu'elles ont forgé l'identité aussi, elles ont contribué. Je rappelle que la religion tibétaine, Nampeche, était la religion officielle des empereurs mandchous à Pékin. C'est pour ça qu'il y avait des monastères tibétains dédiés n'est-ce pas, au service du culte, au service de l'empereur pour faire les grands rituels. Le deuxième et dernier espoir, puis je m'arrêterai là, c'est qu'effectivement, les Tibétains sont une petite diaspora, puisqu'il y a que 200 000 personnes contre les 7 millions qu'il y a au Tibet, donc c'est une petite diaspora tranquille mais très efficace, très organisée comme on peut le voir, très très organisée. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, maintenant la langue est écrite, elle est non seulement écrite, mais elle s'est répandue dans le monde entier, puisqu'on peut, si vous allez en Amérique du Sud, en Australie, etc., vous avez en un clic, vous avez accès à des trésors de la culture tibétaine. Elle est apprentie, on peut l'apprendre donc directement avec des Tibétains dans la diaspora ici. On peut malgré tout ce que j'ai dit, qui n'était pas que l'audatif sur la République populaire de Chine, comme vous l'avez vu, on peut même malgré tout être en contact avec quelques rares Tibétains. C'est très compliqué, c'est très très compliqué, parce que téléphoner même à la famille, c'est impossible en fait, vous voyez, au Tibet, on s'en est là, et ça c'est... Mais malgré tout, la réalité en Chine est toujours plus compliquée qu'on ne le croit. Donc il y a quelques trous dans la raquette, si je puis dire, il y a quelques possibilités de vrai. Mais cette diaspora, elle est capable, vous voyez, là, maintenant, d'organiser des événements comme ça. Et donc la langue elle-même, grâce à l'intelligence artificielle, on peut traduire des textes entiers. Ils vont même être capables de traduire la grande littérature anglaise, russe. On peut maintenant traduire du l'ukrainien en tibétain directement. Moi, j'ai traduit récemment, il y avait un ami basque qui m'a envoyé
un message. Il se trouve que j'étais sur Google, j'avais français tibétain, vous voyez, ou anglais tibétain. Et j'avais laissé le tibétain, donc j'ai mis le basque et c'est sorti directement en tibétain, parfaitement. Le basque étant aussi différent du français que le japonais, n'est-ce pas? Donc c'est complètement différent du français, et pourtant la traduction en basque, donc on peut maintenant utiliser en hindi ou le tibéti basha, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est tout à fait possible, et c'est ces nouvelles technologies et cette puissance de la langue tibétaine, car c'est 1300 ans d'existence, qui font que malgré l'attaque sans précédent de sa culture, il y a encore des espoirs que j'ai mentionnés qui permettent de tenir et de penser qu'il y aura des jours meilleurs. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, professeur Tournade. Notre prochaine conférence, c'est un conte en fait sur les yogis du Tibet et de l'Inde, se déroulera à 17h30. Vous avez à peu près une heure, là il est 16h39. Je vous retrouve à 17h30 pour cette activité-là. Je vous remercie beaucoup et merci encore, professeur Tournade, de votre disponibilité. C'était vraiment absolument incroyable. Merci beaucoup. Il y a une annonce concernant le livre qu'a mentionné le professeur Tournade. Je passe la parole. Oui, bonjour. On a le stand de la librairie Le Phénix qui se trouve dans la petite... Là, quand vous sortez de tous les endroits où il y a la nourriture, vous rejoignez là où il y a tous les stands où on peut acheter plein de petits trucs. Là, il y a notre stand de librairie où on vend plein de livres sur le Tibet, dont notamment le livre de Monsieur Tournade, c'est des méditations végétales et pensées minérales. Et vous pouvez donc le retrouver à ce stand un peu plus tard pour des dédicaces si vous voulez avoir son livre dédicacé et pour aussi trouver d'autres livres concernant le Tibet. Voilà, merci.